nous avions laissé la MONUSCO à un carrefour. D'un côté, quelques victoires fragiles, des élections organisées, un M23 vaincu en 2013, des milliers de combattants désarmés. De l'autre, une impuissance criante face au massacre de Beni, une dépendance budgétaire de plus d'1 milliard de dollars par an, financée par les grandes puissances, et une colère populaire qui explosait en juillet 2022 dans les rues de Goma. Nous avions posé la question, nécessité ou contrainte? Les éléments de réponse commençaient à se dessiner, mais l'histoire n'était pas complète. Car il manquait encore les pièces les plus accablantes du dossier, celles qui transforment une critique opérationnelle en procès moral, celles qui font basculer une mission onusienne censée incarner les valeurs universelles de paix et de dignité humaine dans un scandale éthique de grande ampleur. Nous parlons des abus sexuels commis par des casques bleus sur des populations vulnérables. Nous parlons des enfants nés de ces viols ou relations transactionnelles, abandonnés dans la honte et la précarité. Nous parlons des rumeurs persistantes de complicité avec les réseaux de trafic de minerais. Et nous parlons surtout de la débâcle actuelle. Janvier 2025, Goma tombe aux mains du M23 malgré la présence de la MONUSCO. Février 2026, l'Afrique du Sud annonce le retrait de ses troupes, l'épine dorsale de la brigade d'intervention. Le rideau tombe sur une tragédie de 27 ans. Bienvenue dans le second et dernier épisode de cette enquête Inside News Review. Aujourd'hui, nous allons au bout de la vérité. Nous ouvrons les dossiers que l'ONU préférerait oublier. Nous donnons la parole aux victimes que le protocole diplomatique a trop longtemps réduites au silence. Et nous posons la question finale. Après tout ce que nous avons vu, la MONUSCO était-elle vraiment une nécessité? Ou n'a-t-elle été, dès le départ, qu'une contrainte déguisée en solution? Une présence étrangère qui a prolongé le mal qu'elle prétendait guérir. Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas facile à accepter, mais c'est la réalité. Parlons maintenant du scandale le plus destructeur pour la légitimité morale de la MONUSCO. Les atteintes graves commises par certains membres de son personnel à l'encontre des populations congolaises, en particulier les femmes et les enfants. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'un phénomène récurrent qui traverse l'histoire de la mission, de la MONUT à la MONUSCO, et qui persiste malgré les engagements officiels en faveur d'une tolérance zéro. Dès 2004, sous la MONUC, des enquêtes ont documenté plus de 150 cas d'abus impliquant du personnel des Nations Unies, dont des atteintes graves à l'intégrité physique et morale, ainsi que l'exploitation de personnes vulnérables, y compris des mineurs. Entre 2007 et 2010, 181 allégations de ce type ont été recensées. De 2010 à 2021, la MONUSCO a fait l'objet de 224 signalements officiels pour des manquements graves au code de conduite impliquant l'exploitation de civils. Ces chiffres, déjà préoccupants, ne reflètent sans doute qu'une fraction des situations réellement vécues. Combien de victimes n'ont jamais osé porter plainte, par crainte des représailles ou à cause de la stigmatisation sociale? Des études de terrain révèlent des dynamiques préoccupantes. Des adolescentes, souvent issues de familles déplacées et vivant dans une extrême précarité, ont entretenu des relations inappropriées avec des membres des forces internationales en échange de nourriture ou de ressources de base, parfois dès l'âge de 14 ou 15 ans. Dans ces contextes de vulnérabilité extrême, le consentement ne peut être considéré comme libre. Il s'agit d'une exploitation de la détresse humaine. La conséquence la plus visible de ces abus est l'existence d'enfants nés de pères appartenant au contingent de la mission, souvent abandonnés et rejetés. Ces enfants, parfois désignés cruellement comme les bébés MONUSCO, grandissent sans soutien paternel et font l'objet de stigmatisation. Leurs mères, perçues comme ayant trahi leur communauté, subissent exclusion sociale et précarité accrue. Si l'ONU a mis en place des mécanismes d'aide, fonds d'assistance, programmes de réinsertion, ces mesures sont perçues sur le terrain comme insuffisantes face à l'ampleur du préjudice. L'impression dominante reste celle d'une impunité structurelle. Très peu de personnel mis en cause ont fait l'objet de sanctions pénales
dans leur pays d'origine. La plupart ont simplement été rapatriés. L'ONU affirme avoir renforcé ses dispositifs de prévention, patrouilles de contrôle autour des bases, formations obligatoires sur l'éthique et le code de conduite, sanctions disciplinaires allant du confinement au rapatriement immédiat. En octobre 2023, 8 militaires de la MONUSCO ont ainsi été suspendus pour violation grave et répétée des règles de conduite. Pourtant, en 2023 encore, de nouveaux cas impliquant des contingents sud-africains et tanzaniens ont été révélés. Cette persistance démontre une faille profonde dans les mécanismes de contrôle et de responsabilisation. Ces personnels, censés incarner protection et neutralité, sont perçus par une partie de la population congolaise comme des figures d'abus en uniforme bleu. Cette dégradation de l'image de la mission nourrit un rejet croissant à son égard, renforçant l'idée qu'elle constituerait non une force protectrice, mais une présence intrusive exploitant la vulnérabilité des populations qu'elle est censée servir. Ces manquements graves ne sont pas les seuls éléments ayant entamé la crédibilité de la MONUSCO. D'autres accusations, plus difficiles à documenter, mais largement relayées dans l'opinion publique congolaise, méritent également examen et rigueur. Dans l'espace public congolais, notamment sur les réseaux sociaux, une accusation revient sans cesse. La MONUSCO vole les minerais du Congo. Une étude de l'ONG Insecurity Insight sur les réseaux sociaux congolais montre que de nombreux internautes accusent la mission de collaborer avec des groupes armés, de faciliter le pillage des minerais au service d'un agenda occidental, voire de fabriquer des opérations militaires pour justifier sa présence et son budget. Un commentaire typique relevé dans l'étude, leur mandat est de voler les minerais du Congo. Ces récits sont souvent invérifiables, mais émotionnellement puissants. Ils renforcent une vision de la MONUSCO comme force d'occupation néocoloniale au service de puissances étrangères. Y a-t-il un fond de vérité dans ces accusations? Les preuves directes d'une complicité active entre la MONUSCO et les réseaux de trafic sont rares. Mais il existe des zones grises inquiétantes. En 2007, une enquête interne du Bureau des services de contrôle interne de l'ONU a confirmé que des casques bleus pakistanais basés en Ituri avaient fourni des armes et de la sécurité à des milices locales en échange d'or. Des mesures ont été prises, mais ce scandale a durablement entaché la réputation de la mission. Plus récemment, entre 2020 et 2026, des rapports du groupe d'experts de l'ONU et des enquêtes indépendantes ont continué de signaler des cas où des contingents fermaient les yeux sur les trafics transfrontaliers de bois, coltan et charbon de bois aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, alimentant les soupçons d'une paix de business où le statu quo profite à tous les acteurs armés et économiques. Une autre accusation porte sur la complaisance supposée de la MONUSCO avec les agresseurs régionaux, notamment le Rwanda et l'Ouganda, accusés de soutenir des groupes comme le M23 et d'exploiter les ressources du Kivu. Des universitaires et militants estiment que la mission n'exerce pas assez de pression sur ces pays, voire qu'elle minimise leur rôle dans le conflit pour des raisons diplomatiques. Dans l'imaginaire collectif congolais, cette perception nourrit un fort ressentiment. Beaucoup de Congolais voient la mission comme impuissante au mieux, complice au pire. Les enquêtes indépendantes et les rapports onusiens ne confirment pas une complicité active et coordonnée entre la MONUSCO et les agresseurs régionaux. Mais au niveau de la perception populaire, la nuance compte peu. L'accumulation de ces rumeurs, vraies ou fausses, a fini par éroder totalement la confiance. Cette crise de légitimité atteint son paroxysme en janvier 2025, avec un événement qui scelle définitivement le sort de la mission aux yeux des Congolais, la chute de Goma. Le 27 janvier 2025, Goma tombe. Après des semaines d'affrontements intenses autour de Sake et Kibumba, le M23 et les forces rwandaises de défense lancent une offensive décisive sur la capitale du Nord Kivu. Les combats, marqués par l'utilisation d'armes lourdes, de drones et de tactiques de guerre électronique, aboutissent à la prise de la ville dans la nuit du 26 au 27 janvier. L'Alliance Fleuve Congo,
coalition incluant le M23, revendique la capture de la ville et ordonne aux forces armées de la RDC de se rendre. La prise de Goma s'accompagne d'une crise humanitaire aiguë. Des milliers de civils fuient vers les territoires voisins ou se réfugient dans des camps de fortune. Le M23 impose rapidement son administration sur la ville, démantelant les camps de déplacés installés en périphérie et forçant les populations à retourner dans leur village d'origine, souvent sous la menace. 2 semaines plus tard, le 16 février 2025, Bukavu, capitale du Sud Kivu, tombe également. Où était la MONUSCO pendant cette offensive? Présente, mais paralysée. Contrairement à 2013, où la brigade d'intervention avait activement combattu le M23 aux côtés des FARDC, en 2025, la mission reste spectatrice. Plusieurs facteurs expliquent cette passivité. D'abord, les tensions diplomatiques avec le gouvernement congolais, qui accusait la MONUSCO d'inefficacité et demandait son départ depuis 2023. Ensuite, l'hostilité croissante de la population locale, qui manifestait régulièrement contre les casques bleus. Enfin, le manque de volonté politique au sein du Conseil de sécurité, où la Chine et la Russie insistaient sur la nécessité de compromis difficiles et avertissaient contre une politisation de la mission. Résultat, près de 10 000 casques bleus et plus de 1 000 officiers de police déployés au Nord Kivu et en Ituri n'ont pas empêché la plus grande ville de leur zone d'opération de tomber aux mains des rebelles. Cette débâcle provoque un choc en Afrique du Sud. Pendant l'offensive, 14 soldats sud-africains sont tués, dont plusieurs de la SAMIRDC, la force régionale de la SADAKA, déployée parallèlement à la MONUSCO. L'opinion publique sud-africaine réclame le rapatriement immédiat des troupes. Le 7 février 2026, soit quelques jours seulement avant cette émission, le président Cyril Ramaphosa annonce officiellement le retrait de l'Afrique du Sud de la MONUSCO. Dans une lettre au secrétaire général Antonio Guterres, il indique que cette décision est motivée par la nécessité de consolider et de réaligner les ressources des forces nationales de défense sud-africaines après 27 ans de présence en RDC. Ce retrait concerne plus de 700 soldats, faisant de Prétorien l'un des 10 plus gros contributeurs de la mission. Le calendrier prévoit un désengagement progressif qui devrait être finalisé avant la fin de l'année 2026. Ce retrait est un coup fatal pour la MONUSCO. Les soldats sud-africains constituaient l'épine dorsale de la brigade d'intervention, la seule composante de la mission dotée d'un mandat offensif. Sans eux, la MONUSCO perd sa capacité de frappe. Le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la mission jusqu'au 20 décembre 2026 par la résolution 2808. Mais c'est un sursis, pas une renaissance. La mission ne mène plus de grandes offensives. Elle se contente de protéger les îlots humanitaires et les camps de déplacés qui s'agglutinent autour de ses dernières bases, ultime rempart contre les massacres. C'est une posture de survie, pas une stratégie de stabilisation. La MONUSCO est devenue un fantôme, présente physiquement mais absente politiquement et militairement. La question n'est plus de savoir si elle partira, mais quand et dans quelles conditions catastrophiques. Cette agonie programmée oblige à un bilan sans complaisance. 27 ans, plus de 20 milliards de dollars, des milliers de casques bleus. Et quel résultat? Cette question mérite une réponse honnête et douloureuse. Au terme de cette enquête en 2 épisodes, nous avons parcouru l'histoire complète de la MONUSCO. Nous avons vu sa naissance dans le chaos de la Deuxième Guerre du Congo, ses promesses de protection et de stabilisation, ses budgets colossaux financés par les grandes puissances, ses quelques victoires tactiques comme la défaite du M23 en 2013 et l'organisation des élections de 2006. Nous avons aussi vu son incapacité structurelle à empêcher les massacres de Béni et d'Ituri, ses scandales d'abus sexuels massifs, les enfants abandonnés, les rumeurs de complicité avec les trafiquants et les agresseurs régionaux. Et nous avons vu, enfin, son humiliation finale en janvier 2025, avec la chute de Goma sous ses yeux impuissants, suivi du retrait de l'Afrique du Sud en février 2026. Alors, nécessité ou contrainte? La réponse n'est pas binaire.
elle est dialectique. La MONUSCO a été une nécessité au départ, entre 1999 et 2006, pour éviter l'éclatement définitif du pays et permettre la transition démocratique. Sans elle, le Congo aurait pu sombrer dans une partition violente et durable. Mais elle est devenue progressivement une contrainte prolongée qui a figé les réformes structurelles. En se substituant aux capacités logistiques et sécuritaires de l'État congolais, elle a créé une dépendance toxique. Tant que les casques bleus étaient là, l'urgence de bâtir une armée républicaine et efficace a été différée. L'État congolais s'est appuyé sur cette béquille au lieu de se tenir debout. Et quand la béquille a commencé à vaciller, le patient était toujours incapable de marcher seul. Cette dépendance a un coût politique et symbolique énorme. Pour beaucoup de Congolais, la MONUSCO symbolise l'humiliation de la souveraineté nationale, le signe que l'État ne contrôle pas son territoire et doit faire appel à des forces étrangères. Cette perception est alimentée par les scandales moraux. Comment accepter qu'une mission censée protéger les civils produise elle-même des victimes par ses abus sexuels? Comment faire confiance à des casques bleus qui ferment les yeux sur les trafics de minerais ou qui arrivent toujours trop tard pour empêcher les massacres? Le contrat de confiance est rompu. Le vrai problème n'est pas que la MONUSCO n'a rien fait. Elle a fait beaucoup, mais dans un cadre qui ne pouvait pas résoudre les causes profondes du conflit. Une mission onusienne, aussi massive soit-elle, ne peut pas remplacer un État fonctionnel. Elle ne peut pas réformer une armée corrompue. Elle ne peut pas empêcher l'ingérence du Rwanda tant que le Conseil de sécurité refuse de sanctionner Kigali. Elle ne peut pas mettre fin à l'économie de guerre basée sur les minerais tant que les circuits commerciaux internationaux restent opaques et complices. La MONUSCO a été le symptôme d'un État affaibli autant qu'un outil pour contenir la guerre. Elle n'a pas créé les problèmes de l'Est, mais elle n'a pas su les résoudre. Et en s'installant dans la durée, elle est devenue partie intégrante du problème. Aujourd'hui, en février 2026, nous assistons à la fin de ce cycle. Le retrait de l'Afrique du Sud sonne le glas de la brigade d'intervention. Le mandat prolongé jusqu'en décembre 2026 est un sursis technique, pas une stratégie. La MONUSCO va partir. Elle devra partir. Mais dans quel état laisse-t-elle le Congo? Les FARDC sont-elles prêtes à assumer seules la sécurité de l'Est? La police congolaise peut-elle remplacer les policiers onusiens? Les institutions étatiques sont-elles assez fortes pour combler le vide laissé par la mission? La réponse honnête à ces questions est non, pas encore. Et c'est là le drame final. La MONUSCO s'en va parce qu'elle a échoué à stabiliser le pays. Mais son départ risque d'aggraver l'instabilité qu'elle n'a pas résolue. Alors, que faire? La vraie question, après 27 ans de présence et au moment de son retrait, n'est peut-être pas seulement la MONUSCO, nécessité ou contrainte, mais plutôt quelles leçons pour que la sécurité des Congolais ne dépende plus jamais d'une armée étrangère, fût-elle sous drapeau onusien. Comment construire enfin une armée nationale capable de protéger les populations? Comment réformer la justice pour mettre fin à l'impunité? Comment tarir les sources de financement des groupes armés en régulant le commerce des minerais? Comment responsabiliser les pays voisins qui attisent le conflit? Ce sont ces questions qui devraient occuper l'agenda politique congolais et international, pas le débat stérile sur la date exacte du départ des casques bleus. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cette enquête. Nous vous avons présenté les faits, les chiffres, les contradictions, les scandales. Nous vous avons montré que la MONUSCO n'est ni l'ange sauveur que certains ont voulu voir, ni le démon néocolonial que d'autres dénoncent. Elle est un outil imparfait, déployé dans un contexte impossible, qui a produit des résultats mitigés au prix d'une facture astronomique et d'un coût moral dévastateur. Maintenant, nous vous posons la question. À vous, citoyens congolais, qui avez vécu sous la protection ou la contrainte de ces casques bleus. À vous, observateurs internationaux, qui financez cette mission avec l'argent de vos contribuables. À vous, responsables politiques, qui décidez de l'avenir sécuritaire du Congo. La MONUSCO, nécessité ou contrainte. Et surtout,
après la MONUSCO. Quoi? Avez-vous un plan pour que l'Est du Congo ne sombre pas dans un chaos encore pire après le départ des derniers casques bleus? Ces questions sont ouvertes. Elles exigent un débat national et international honnête, débarrassé des slogans et des postures. Elles exigent que nous regardions la réalité en face, aussi douloureuse soit-elle. Car l'avenir de millions de Congolais dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis avec attention dans cette analyse difficile mais nécessaire. Inside News Review continuera à vous apporter la vérité, même quand elle dérange. Nous vous invitons à partager cette émission, à en débattre dans vos familles, vos communautés, vos cercles professionnels. La vérité est un bien public. Elle appartient à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que la paix revienne enfin dans le Kivu. Et que jamais plus les Congolais ne soient contraints de confier leur sécurité à des armées étrangères. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle enquête Inside News Review. Restez vigilants, restez informés.